Ravi de vous retrouver dans Smart Job, débat, expertise, analyse, c'est chaque jour en direct sur Bismart pour parler emploi, pour parler RH. Et on retrouve évidemment nos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du CSE. Alors CSE, c'est le nouveau mot dans le siècle précédent, on appelait ça le CE, le comité d'entreprise. On sera avec une entreprise qui propose justement des services et pas seulement des cadeaux, vous allez le voir, aux salariés élus. Il est avec nous et on en parle avec lui dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. La négociation vue par le GIGN, vous allez voir, ça déménage et c'est dans quelques instants. Dans le cercle RH, on parle de la diversité. Tout le monde en parle, mais difficile à mettre en place concrètement. Où en sommes-nous exactement? On en parle avec nos invités. Puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, faciliter la création de contrats courts, notamment dans l'hôtellerie. Ça sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, le journal présenté par Sybille Aoudjan. Bonjour Arnaud, dans l'actualité, aujourd'hui, vous l'avez entendu, le confinement est à nouveau imposé dès ce soir. Pour les employés, cela veut dire un télétravail généralisé. Le chômage partiel sera donc conservé dans les conditions actuelles jusqu'à la fin de l'année. Les salariés seront toujours indemnisés à hauteur de 84% de leur salaire net. Cependant, des attestations sont disponibles pour ceux dont le télétravail n'est pas possible. Les usines resteront donc ouvertes, les services publics et les magasins alimentaires aussi. Mais à l'image du premier confinement, les bars et restaurants seront fermés. La situation des commerces sera évaluée à nouveau dans 15 jours. Emmanuel Macron a aussi annoncé un plan spécial pour les indépendants, les commerçants, les TPE et PME. Il sera dévoilé plus tard. Une aide pour les quartiers prioritaire, une prime d'urgence exceptionnelle de 1 500 € va être attribuée à 5 000 entrepreneurs installés dans les quartiers prioritaires de la ville. La ministre de la Ville, Nadia Hay, souhaite éviter la cessation d'activités massives. Cela représente un engagement de 7,5 millions d'euros de la part de l'État. La crise économique aura des fortes conséquences dans ces territoires. Le taux de chômage y est déjà 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale. 40% de la population y vit sous le seuil de pauvreté. Enfin, Célio va annoncer des fermetures. La marque de Célio prévoit la fermeture de 102 magasins et la suppression de 383 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Célio précise que la consultation CSE s'étendra jusqu'au premier trimestre 2021 et que la plupart des magasins resteront ouverts à Noël. Le leader du prêt-à-porter masculin avait été placé en procédure de sauvegarde en juin dernier. Célio emploie 4000 personnes dans le monde et dispose de 488 points de vente en France. Voilà pour l'actualité, je vous laisse avec Arnaud et ses invités. Bien dans son job, bien dans son entreprise. On parle des CSE, les comités sociaux et économiques. On appelait ça le CE. Tout le monde sait ce qu'est un CE parce qu'à Noël, vous savez, on attend que le délégué du personnel vienne vous distribuer, par exemple, des chèques cadeaux. Voilà, le CE, c'est ça, mais c'est pas ça uniquement. Romain Rostagna, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes cofondateur PDG de Club Employé. Ça a été créé en 2017 avec un autre associé qui sortait d'école de commerce. Vous êtes tout jeune et vous vous êtes dit, tiens, ces délégués du personnel, pas forcément syndiqués d'ailleurs, ils se retrouvent parfois un peu démunis. D'abord, pour essayer de coller à l'actualité, on nous annonce un confinement. Vous avez été très sollicité pendant la première vague de confinement. J'imagine que là, les délégués du personnel vont venir sur la plateforme, vont vous appeler pour vous dire on est perdu, comment on fait? C'est aussi ça votre mission? Alors, l'objectif de Club Employé, initialement, c'est de proposer des outils pour les accompagner sur l'aspect économique et digitaliser globalement l'expérience pour les collaborateurs. Et ensuite, on les accompagne sur cette partie formation, sur cet accompagnement par rapport au confinement. Où on a des besoins là, j'imagine. Exactement, où on avait organisé des webinars avec des avocats, des experts comptables, parce qu'il y a des ordonnances qui sortent tous les jours. Et ils ont besoin aussi d'accompagner leurs collaborateurs et d'être le lien entre la direction et les employés pour huiler ce mécanisme, notamment sur la mise en place du télétravail,
et toute autre mise en situation que les employés vont devoir affronter. On va revenir évidemment sur les cadeaux, sur les services que vous proposez, qui sont plutôt des services joyeux, mais là on est dans un contexte évidemment d'inquiétude, d'angoisse. Ils ont besoin de quoi finalement ces délégués du personnel? Parce que vous me le disiez, il peut y avoir un manutentionnaire qui tout d'un coup se retrouve délégué du personnel, donc au carrefour de tous les salariés qui viennent pousser la porte de son atelier, de son bureau et lui dire mais qu'est-ce qu'on fait? Donc ça crée une angoisse. Alors, le CSE a été rendu obligatoire déjà au 1er janvier, donc il y a beaucoup de nouveaux élus qui sont arrivés récemment. Il y a des sociétés où il y a des élus qui sont là depuis 5-10 ans, donc eux sont un petit peu plus musclés. Les vieux routiers du CE. Pour affronter la situation. Il faut, ceux qui viennent d'arriver, les former rapidement, parce que gérer un plan social sur une société de 200 personnes, c'est compliqué. Vous devez mettre en place des recommandations avec la direction pour du télétravail, c'est compliqué. Donc il faut être près d'eux. Tout ce qui peut être dématérialisé, digitalisé, ça on s'en occupe et du coup ça leur permet eux de pouvoir asseoir leur valeur ajoutée sur l'accompagnement des collaborateurs et de leur parler en direct. Avoir le lien avec leurs salariés. Mais juste une question, parce que c'est vrai que délégué du personnel ne veut pas dire forcément syndiqué. On peut être délégué du personnel sans être rattaché à un syndicat, mais ça se passe comment avec la direction? Enfin, on vous regarde comment? Ils se disent mais Club Employé donne des conseils aux délégués du personnel. Comment on vous regarde? Nous, l'objectif, c'est vraiment d'informer de ce que le CE a le droit de demander et ses devoirs aussi. On intervient aussi avec les directions parce que c'est pas toujours conflictuel entre le CSE et la direction. Et surtout dans cette situation-là de confinement et de crise sanitaire, c'est que la santé financière de la société doit être liée avec les droits des collaborateurs. Et ça, souvent, ça se passe bien. Faut pas non plus oui, non, je suis d'accord. Imaginer le pire. On dialogue parfois, ça se passe même très bien. Voilà, exactement. C'est pas la guerre forcément dans le bureau du DRH. Juste un mot personnel, parce que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a moins de 30 ans et qui a 27 ans, 25 ans, dit tiens, je monte ma boîte. Et surtout, pas pour partir dans la tech, mais pour partir, c'est de la tech, mais pour partir dans un domaine qui est finalement comme ça un peu délaissé. Pourquoi ce choix? Alors, on se sert de la tech pour pouvoir accompagner les CSE sur... Et vous aussi, vous avez vu, vous dites CE. Ouais, les CSE sur des problématiques humaines. En fait, on est dans un marché qu'on ne peut pas digitaliser à 100% parce que c'est de l'humain, c'est du social. Donc, vous ne pouvez pas balancer une plateforme et laisser le CSE se gérer. Je vous en parlais tout à l'heure. Le CSE, ce n'est pas une fonction. C'est quelqu'un qui s'est présenté pour pouvoir... En parallèle du boulot. Exactement, pour pouvoir accompagner les salariés. Donc, il faut lui donner des outils pour faciliter tout ce qui est... Par exemple, billets de cinéma, chèques cadeaux, subventions, remboursements. Ça fait toujours plaisir. Sociales. Ça, on le digitalise. Donc, on se sert, on innove auprès de nos 1000 clients aujourd'hui. Ils ont un catalogue, donc, pour être précis. Exactement. Et derrière, ça nous permet de les accompagner sur leur valeur ajoutée, être en lien avec les collaborateurs. Avant de nous quitter, il nous reste encore du temps, mais il y a la santé au travail qui est un élément important, puisqu'on a fusionné les CHSCT dans un organisme commun. C'était une réforme il y a quelques années. Là aussi, santé au travail, on a vu que le télétravail avait occasionné des difficultés pour les salariés. Là aussi, vous êtes dans le conseil? Oui, tout à fait. Quand vous mettez en place le CSE, il y a des formations obligatoires qui, notamment, ont des sujets sur la santé et la sécurité. Donc ça, on pousse les élus à se former parce que c'est important. Bien sûr. Et toujours, je le répète, mais toujours dans un optique de faire en sorte que les nouveaux qui sont arrivés sur ces fonctions-là soient au courant et prennent les bonnes décisions et alertent aussi, ils ont un gros devoir d'alerte auprès de la direction sur des situations qui peuvent être un petit peu complexes et qui peuvent mettre en danger la santé des collaborateurs. Romain, moins de 30 ans, votre prospective, là, c'est quoi? C'est quoi devant vous? Qu'est-ce que vous projetez? Quelles sont les choses que vous allez inventer ou en préparation? Aujourd'hui, on a 1000 clients. Donc, c'est 1000 clients qui nous donnent des idées pour inventer des innovations, les accompagner et faire en sorte qu'ils puissent travailler vraiment sur leur valeur ajoutée. L'objectif, c'est d'avoir 5000 clients d'ici 4 ans, 500 000 salariés qu'on va accompagner et à qui on va donner tous les outils pour s'épanouir dans leur vie sociale en entreprise, en espérant qu'on n'ait pas à gérer que des problématiques de confinement et que un peu de joie quand même.
des voyages, des cadeaux et faire en sorte que cette vie sociale dans une entreprise soit épanouissante et pas uniquement du 100% télétravail au quotidien. Juste d'un mot, vous évoquez les voyages, ce fameux catalogue, parce que c'est la partie, je dirais, la plus sympathique de la fonction du délégué. Vous, l'entreprise, Club Employé, vous avez des choix écolo, développement durable dans les propositions que vous faites? Alors, on est agence de voyage, donc on organise les voyages pour nos clients et effectivement, en fonction de la caractéristique du CSE, de leurs besoins, on peut proposer tel ou tel type de voyage. La partie écologique en est une, de voyager de manière éco-responsable. Parce que c'est compliqué ce secteur-là aussi. Hein. C'est pas les voyages. C'est pas celui qu'on pousse en ce moment effectivement le plus, mais jusqu'à hier, en tout cas, vous pouviez voyager en France et ça pouvait faire du bien à certaines. Donc vous réfléchissez peut-être des propositions plus nature, plus pas trop loin de chez soi, parce que c'est ça qui va se passer. Exactement. Alors là, pour le prochain mois, il y a 4 semaines, c'est fini là. On va travailler uniquement sur la formation et sur l'accompagnement. On va remettre en place beaucoup de webinars pour accompagner. Et après, on verra un petit peu comment ça se passe d'ici début 2021, effectivement. Romain Rostagna, longue vie à Club Employé. Vous partez de 1000 clients, vous en voulez 5000. Il y a encore un peu de route, évidemment. Exactement. Et puis beaucoup de conseils à donner à ces salariés élus qui, effectivement, sont souvent démunis. Merci d'être venu sur notre plateau. Beaucoup. La suite de nos programmes, c'est Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous avec les invités de Welcome to the Jungle à la découverte d'un négociateur. Alors, c'est pas n'importe qui. Il a été négociateur au GIGN et puis maintenant, il fait des conférences justement pour peut-être apporter ces techniques de négociation. Vous allez voir, ça rigole pas. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle et Mathieu Amaré, fidèle au poste. Mathieu, alors on traite de plein de sujets dans notre rubrique. Là, c'est intéressant, on va s'intéresser à l'art de la négociation, on vient de l'évoquer il y a quelques instants, mais alors avec des techniques un peu particulières, avec des techniques qui arrivent du GIGN, qui sont évidemment ces gendarmes d'élite qui sont là en première loge quand il y a une prise d'otage, un attentat, des affaires terribles. C'est ça dont on parle aujourd'hui. Exactement, on va essayer de tracer des parallèles entre cette unité d'élite de la gendarmerie française et des managers dont il faut assumer des responsabilités, prendre des risques, gérer des profils compliqués. Donc on peut tracer des similitudes tout évidentes. Pour en parler avec nous, Bernard Tellier. Bernard, bonjour. Vous êtes ancien négociateur du GIGN, mais depuis 10 ans, vous collaborez avec des entreprises en matière de conseil pour justement apporter votre expertise de cette gestion du conflit et d'art de la négociation. La première question que j'ai envie de vous poser, quand on appelle le GIGN ou un ancien négociateur du GIGN, on l'appelle pourquoi ? Alors, pour des difficultés en général, des difficultés relationnelles, des difficultés de communication, des difficultés d'esprit d'équipe, de cohésion dans une société, de gestion de conflits et puis de négociation commerciale aussi. Et il y a des parallèles à faire entre la négociation avec un preneur d'otage et de la négociation commerciale. Quelles sont les premières similitudes tout de suite qu'on peut tracer entre le monde du GIGN qui paraît quand même très extrême et celui de l'entreprise qui est quand même... Voilà, plus soft, plus soft. Alors, je vais vous en faire une tout de suite. Il faut savoir que tous les négociateurs au monde, je parle des négociateurs de crise, font la même erreur. Ils essayent de sauver des otages sur une prise d'otage. Vous allez me dire, c'est normal, on est là pour sauver des otages. Mais moi, non, je ne me suis jamais occupé d'un otage. C'était le dernier de mes soucis. Vous, c'est celui qui... Exactement. Qui enlève. En fin de compte, j'avais compris quelque chose, c'est que si je sauvais mon preneur d'otage, je sauvais tout le monde. Il n'y avait plus aucun problème. Si vous vous concentrez sur les otages, vous créez un manque psychologique au preneur d'otage parce que vous le délaissez, vous donnez toute votre énergie aux otages. Moi, je faisais l'inverse. Et vous le frustrez. Et vous le frustrez. Donc danger. Et oui, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire des blocages, il va vous contredire, et pire, il va vous tuer un otage. Moi, je me concentrais sur mon preneur d'otage. C'est-à-dire que je lui donnais toute mon empathie à ce preneur d'otage. J'essayais de le comprendre. Et c'était l'élément le plus important de l'équipe GIGN, ce preneur d'otage. C'était, il y avait l'équipe en interne, le groupe d'assaut, mais il y avait l'équipe en externe, c'est ce preneur d'otage, le préfet aussi, la famille des otages, et tous ces gens-là, je les incorporais dans l'équipe. Et moi, je donnais toute mon empathie à ce preneur d'otage pour l'inclure dans mon équipe. Ce que je veux leur faire comprendre aux dirigeants, aux managers, c'est que la personne la plus importante de leur équipe, si on est commercial, par exemple, c'est le client. La personne la plus importante pour un dirigeant, c'est ses équipes. Et à un certain moment, il va devoir vraiment s'intéresser à ses équipes plutôt qu'à son objectif. Mais qui serait le preneur d'otage dans l'entreprise ? Alors,
Le fournisseur, le client qui est un peu Le exigeant. client, le salarié. Il faut savoir que la personne la plus importante, on va parler du preneur d'otage chez nous, mais la personne la plus importante dans une société en interne, c'est la personne qui vous pose le plus de problèmes. Et en général, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On les isole, on les met de côté parce qu'ils nous prennent beaucoup d'énergie. Mais plus vous allez l'isoler, plus vous allez lui donner de la force négative. Et plus qu'est-ce qu'il va faire? Plus il va faire des blocages. Plus on le frustre, comme pour le preneur d'otage. Exactement. Si j'isole mon preneur d'otage, j'ai des morts, c'est certain. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'inclure encore plus dans l'équipe. Et Vous en général, comme un partenaire. Voilà. Et en Pas du général, tout on comme fait un adversaire. Pas du tout. Si vous commencez à avoir un a priori sur lui, c'est terminé. Vous ne pouvez pas négocier, c'est impossible. Quelle disposition psychologique il faut mettre en œuvre pour faire une bonne négociation? Parce qu'on pense tout de suite aux séries américaines auxquelles vous n'êtes pas forcément friand, ou à la Casa des Papel, quand on voit le professeur essayer d'appeler, ou en tout cas, lui est le méchant, entre guillemets, mais avec cette policière qui essaye de faire tout en ordre, donc dans un climat tendu, avec beaucoup de pression, etc. On le disait, en entreprise, on est quand même dans un contexte un peu plus soft. Je viens juste demander une petite augmentation de 2% par an. Je ne viens pas, pour plus. Alors déjà, oubliez toutes les séries américaines. Ok. Tout de suite. Ouais, tout de c'est suite. Deuxièmement... Les SWAT, et ainsi de suite, vous dites que c'est... Oui, non, faut les éviter tout ça. négociateurs du SWAT, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Il faut éviter, parce que déjà, les séries, c'est la fiction, c'est pas la réalité. La réalité est beaucoup plus dure et beaucoup plus subtile. Alors, il n'y a pas de différence entre négocier une augmentation et négocier des otages. Pourquoi? Parce que nous, c'est notre quotidien. Alors vous devez être très bien payé alors, Bernard. Je passe la petite joker. Nous, c'est notre quotidien. Négocier, c'est notre quotidien. Donc, on a notre dose de stress, mais pas plus qu'un salarié qui va demander une augmentation, parce que lui, c'est extraordinaire. Il ne va pas nous demander une augmentation tous les jours. Donc, il va avoir une dose de stress. Nous, on négocie tous les jours. Donc, ça devient notre quotidien. Donc, c'est pas beaucoup plus stressant de faire une négociation que de faire demander une augmentation. Il faut déjà... la première chose à faire, c'est de mettre l'ego de côté. Si vous avez un ego surdimensionné, vous allez vous faire manipuler tout de suite. Pourquoi? Parce que les gens, les personnes en face de vous, vont essayer de vous faire basculer cette négociation de fond dans une négociation, dans un conflit de personnalité. C'est-à-dire qu'ils vont vous attaquer peut-être sur votre tenue vestimentaire, sur votre conduite, et là, tout de suite, bam, l'ego éclate et on se fait manipuler tout de suite. Il y a un deuxième piège qui va vous tenter, c'est d'essayer en se mettant en colère, de vous faire passer aussi en mode colère. Et par effet miroir, on peut vite passer en mode colère. Bien sûr. Et là, vous vous êtes fait manipuler aussi. Donc on réfléchit on a ses perdu. émotions. Ouais, on a perdu. Tout de suite. En colère, on a perdu. Oui. C'est un négociateur, se met pas en colère. Mais non, moi, en fin de compte... Dans l'entreprise aussi, d'ailleurs. Bien sûr, Eh oui. la colère est toujours mauvaise conseillère. Moi, j'ai un dirigeant la dernière fois qui me dit, mais moi, quand je me mets en colère, hop, les gens font ce que je leur dis. Ok. Mais le lendemain, est-ce que vous retrouvez du matériel cassé? Ça m'arrive. Est-ce que vous avez des arrêts maladie? Ah bah oui, ça m'arrive. Ok, vous avez raison sur le moment, mais le lendemain, c'est terminé. Bernard, il n'y en a pas beaucoup de négociateurs d'élite au GIGN. C'est quand même des profils assez expérimentés. Le mot élite est important, c'est-à-dire que c'est extrêmement sélectif. Comment on fait pour que justement ça se diffuse dans 20-25 managers dans une équipe de 2000-2500 collaborateurs? Comment on essaye d'inspirer un peu tout le monde pour qu'ils aient les mêmes propriétés que vous quand vous négociez situation tendue? Déjà, faire appel à quelqu'un d'extérieur à la société pour une ouverture d'esprit. Moi, je suis là pour ouvrir les esprits. Leur faire comprendre que si tout ce qu'ils ont entrepris jusqu'à présent en matière de communication, de leadership, de cohésion, de conduite du changement a relativement peu d'effet, c'est qu'il est temps de changer. Ne pas changer les autres, c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps. Essayer de changer la personne, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tout se joue entre 0 et 6 ans. Et leurs collaborateurs ont plus de 6 ans, c'est certain. Donc, par contre, là où tout se joue entre 0 et 6 c'est l'enfance, quoi. L'enfance, C'est là où tout se construit. Tout se construit entre 0 et 6 ans. D'accord, ok. Par contre, là où ils peuvent jouer et là où je peux intervenir, c'est sur la relation qu'ils ont avec les autres. Et là, ils peuvent intervenir là-dessus. Donc vous observez d'abord, un peu comme un négociateur qui veut regarder la situation Bien sûr, et qui dit quel profil, il a fait quoi, quel métier. Donc vous observez d'abord. Bien sûr, j'observe, je demande des renseignements, je me renseigne sur la société, mais c'est comme sur une prise d'otage. Vous ne pouvez pas faire une prise d'otage sans vous renseigner sur le preneur d'otage, c'est pas possible. Il y a des éléments à prendre pour être pertinent. Et un conflit en entreprise, pour vous, question toute simple, c'est quoi? Alors, un conflit, pour le régler? Oui, enfin, un conflit, quand on vous appelle pour intervenir, Ouais. un conflit, c'est quoi? Parce qu'on parle d'art de la négociation, donc il y a une négociation salariale, mais c'est aussi des conflits d'ordre après un licenciement économique ou abusif Voilà, alors c'est un peu tout ça. Alors ça peut être soit de la négociation conflictuelle, c'est-à-dire que dans une équipe, c'est tendu. Il faut savoir que si il y a une mauvaise cohésion dans une équipe,
par exemple, le client le ressent. Vous rentrez dans un endroit où il y a une mauvaise ambiance, vous le ressentez tout de suite. Donc il y a une grosse perte par la suite. Donc je peux intervenir là-dessus sur la négociation conflictuelle en interne d'une équipe. Vous asseyez les gens d'un point de vue concret, parce que là, avec un preneur de tâche et le téléphone, vous ne l'avez pas en visu. Là, vous les asseyez. Alors, ça nous arrive il y a parfois du visu, c'est vrai qu'il y a parfois du Je l'ai fait 2 fois et 2 fois je me suis fait prendre en otage. Et là, l'art de la négociation est là pour justement... Vous-même pris en otage. Faites des simulations. Disons qu'il y a des moments où on peut prendre des risques énormes pour sauver des vies, voilà. Et par contre, c'est calculé, c'est énormément calculé. On a une équipe derrière nous, on fait des choses mesurées, on va dire. Vous allez jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, oui. Avec l'hypothèse même qu'on vous prenne en otage. Oui, d'accord. Et vous l'avez été. 2 fois, je l'ai. Et vous avez réussi à vous en sortir par la négo. Bien sûr, par la négo, exclusivement par la négo, oui. Toute cette D'accord. communication non verbale, cette empathie, l'intelligence émotionnelle qui est énorme. Si vous voulez être un bon négociateur, il faut avoir une intelligence émotionnelle énorme. Il y a des dirigeants qui ont un ego surdimensionné, qui n'ont pas cette intelligence émotionnelle. Et malheureusement, ça crée des carnages, parce qu'ils se concentrent encore une fois sur leur objectif plutôt que sur leurs équipes. Moi, sur une prise d'otage, quand j'arrivais, il y avait le préfet qui avait essayé de négocier avant moi, il avait fait un carnage, parce qu'il s'est concentré sur les otages. Il n'a pas les mots, c'est ça. Voilà. Et moi, quand j'arrivais, il fallait que je me fasse accepter par ce preneur d'otage. Comment je faisais ? J'allais à la porte du preneur d'otage. Je prenais des risques énormes. J'écoutais l'intérieur. J'entendais la respiration des otages, les pleurs des otages. J'entendais le preneur d'otage qui marchait. Et tout cela allait me mettre dans une ambiance. Si le dirigeant ne va pas sur le terrain avec ses équipes, il ne pourra jamais créer un lien. Vous le prépariez, vous connaissiez tout sur la biographie du preneur d'otage. Alors, il y a des moments où on connaît beaucoup de choses, puis il y a des moments où on connaît absolument rien, parce que l'identité n'est pas connue. Il n'a pas été connu des services de police. Donc là c'est plus dur, j'imagine. C'est plus dur, et puis on y va, tâton, on y va, on rentre en communication, et il y a des moments où on fait des erreurs, mais c'est pas grave, ça nous permet d'avancer. Il nous reste 1 minute, mais dans l'entreprise, vous êtes dans une situation de conflit, pas forcément entre un fournisseur et l'entreprise, mais tout simplement dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites pour dénouer la situation ? Alors chaque cas est différent, bien entendu, mais vous engagez une discussion, vous intervenez. C'est quoi les outils que vous utilisez ? Alors déjà, il y a la franchise, savoir ce qu'on reproche à l'autre. Il y a des moments... On pose sur la table. On pose sur la table, il y a des moments où on s'aperçoit que c'est pas compris déjà. L'objet du différent n'est pas compris. En fait, il n'y a pas de différent, en fait. Il y a des fois, le différent n'est pas sur ce qui... C'est les problèmes d'ego, tout simplement. Un problème d'ego, exactement. En fin de compte, comme je vous dis, moi, pratiquement tous les conflits que j'ai vus, ça a débordé sur un problème de personnalité. Et ça devient toujours... Les gens ne peuvent plus se voir. Et on oublie l'objet du différent et je ne peux plus le voir. Voilà, c'est ce qui revient en général. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges derrière. Je leur explique que c'est normal de ne pas s'entendre. On parle toujours, il faut bien s'entendre, il faut bien s'entendre. Ça arrive, bien sûr. Mais oui, on n'arrête pas de répéter ça parce que c'est pratiquement impossible que tout le monde s'entende bien. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on doit se respecter. Même si on ne s'entend pas, on doit se respecter. Et à partir de là, tout roule. Avec des bases. Je suis curieux de quelque chose. Comment ils le prennent, les collaborateurs, quand vous arrivez ? Ils ont Est-ce peur. que ça crée Faites gaffe, il y a le négociateur du GIGN. Un membre du GIGN qui arrive dans la boîte, quand même. Ça dépend. Soit quand j'interviens... Ça pose les choses, quoi. Quand j'interviens en conférence, une conférence d'une heure et demie, 2 heures, là, je suis peut-être l'invité mystère. Il y a des moments... Voilà. Bon, j'y arrive pas, on me rappelle. Oui, vous n'arrivez pas avec le treillis, quoi. Non. Et après, sur les formations, là, ils sont prévenus. Alors, par exemple, j'interviens beaucoup pour les médecins sur l'observance. Comment fidéliser un patient à son traitement. D'accord. Et quand, vous voyez, je n'ai pas un gabarit hors norme. Au GIGN, on n'a pas des gros gabarits. Non. On est normaux. Et pourquoi ? Parce qu'on se base sur nos capacités psychologiques, résistance au stress, etc., plutôt que sur notre capacité physique. Et donc, quand j'arrive et j'écoute, par exemple, les médecins, ils me disent, mais le mec du GIGN, qu'est-ce qu'il vient faire là ? On n'est pas là pour tuer. Et ils ne savent pas que je suis l'intervenant. Et puis, à la fin, ils se prennent tous pour un négociateur du GIGN. Et là, je me dis, ça y est, j'ai gagné. Parce que s'ils font autant attention, ce que je veux leur expliquer, je dis, quand vous avez un client, quand vous avez une équipe en face de vous, il y a des moments où vous vous laissez aller parce qu'il n'y a pas de risque de mort. Oui. Maintenant, mettez-vous dans la peau d'un négociateur du GIGN et vous allez là voir, vous allez vous retrouver des ressources phénoménales. Oui, c'est plus logique. Vous les faites basculer. Bien sûr. Merci Bernard Tellier. On ne l'a pas dit, mais on l'a implicitement compris. Vous avez une formation de psychologue avant d'être le négociateur du GIGN, qui aujourd'hui intervient, on l'aura compris, beaucoup dans les entreprises, auprès des dirigeants et des salariés. Merci d'être venu nous faire une petite visite sur le plateau de Smart Job. La suite de nos programmes dans Working Progress, c'est Travailler demain. On va parler de négociation, mais pas avec le GIGN, vous allez voir.
Là, on quitte le conflit, les zones de conflit, mais on va parler de négociations avec votre invité parce qu'on s'intéresse aux startups. Elles sont très nombreuses, elles ont besoin d'accompagnement, elles ont besoin d'aide, et elles doivent elles-mêmes, on va en parler, convaincre, évidemment, pour faire des levées de fonds notamment. Exactement. Alors on va quitter les hommes extrêmes, quoique. Peut-être une zone extrême quand en fait on est une start-up et qu'on cherche des fonds. Pour ce sujet, j'ai invité Mathias Flatin. Ravi de vous avoir sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé d'Axeléo, une plateforme d'accélération et aussi un fonds d'investissement. Vous aidez les start-up par votre programme d'accélération à se développer, mais vous êtes aussi un fonds d'investissement, ce qui est assez rare dans le milieu. Expliquez-nous un peu ce positionnement différencié. Hybridé. Oui, tout à fait. Mais en fait, à l'image du venture capital et de l'investissement dans des startups anglo-saxons, l'investissement européen s'est beaucoup professionnalisé depuis une dizaine d'années. Et la chance d'Axeléo, c'est d'être né dans ce contexte il y a 7 ans, donc en adéquation avec ces nouveaux besoins des startups qui sont de plusieurs ordres. Et le besoin historique, c'est des financements, d'abord, c'est l'investissement, mais aussi un apport stratégique avec des investisseurs qui sont dans un board, qui prennent l'habitude d'échanger régulièrement avec ils rentrent dans l'entreprise physiquement. Ils rentrent dans l'entreprise physiquement, mais finalement pas encore sur le plan opérationnel. Et l'intérêt d'avoir, en plus de ce VC, donc on gère 80 millions d'euros, d'avoir un accélérateur, c'est d'avoir des ressources qui, elles, sont opérationnelles, qui sont câblées, outillées, qui ont la méthodologie pour accompagner les sociétés sur le plan opérationnel, sur des problématiques très précises d'ordre organisationnel, définition du pricing, de la proposition de valeur. Ça, c'est votre valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas des business angels, vous intervenez concrètement dans l'entreprise. Oui, exactement. On bâtit avec le fondateur des sessions individualisées de 1 à 2 mois pour accélérer et combler les trous qu'il peut avoir dans la raquette. Parce que le constat que vous avez peut-être fait, c'est quand une entreprise est financée par quelqu'un à coups de millions, elle ne sait peut-être pas ce qui se passe vraiment. Elle ne sait peut-être pas ce qui est en jeu et vous lui apprenez, vous l'accompagnez pour justement lui dire peut-être que là c'est peut-être pas la mauvaise option, ça c'est ou pas la bonne. Oui, la chance qu'on a en tant qu'investisseur, c'est qu'on va passer énormément de sujets sur des marchés très variés. Donc petit à petit, vous avez une vue globale. On ne sait pas forcément ce qu'il faut faire, mais on sait ce qu'il ne faut pas faire. On a plein de pistes intéressantes à apporter aux fondateurs. Et si on se contente de les apporter tous les 3 mois dans des boards ou avec des coups de téléphone de temps en temps, on s'aperçoit que c'est pas forcément toujours, ça infiltre pas, ça pénètre pas forcément dans le plan opérationnel de la société. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des ressources qui suivent le fondateur plus de manière dynamique. On évoquait la négociation, c'est intéressant parce que évidemment, on va vous regarder sur Bismart dans l'émission. Beaucoup de startups vont dire mais je ne connaissais pas Axeléo, il faut vite que je prenne contact avec eux. Comment ça se passe? Vous faites là, vous avez des gens qui viennent, il faut qu'ils arrivent à vous convaincre qu'il faut les aider. Comment ça marche? Parce que vous avez l'entonnoir, là, il y a l'effet entonnoir. Le premier facteur et le seul facteur principal, c'est l'humain. Et l'humain se montre, mais aussi il se démontre dans le temps. C'est le risque que nous, on prend en pariant sur des entrepreneurs, en accompagnant des entrepreneurs dans la durée. Et le facteur le plus important, c'est la résilience finalement. C'est un entrepreneur, quelle que soit l'issue de sa société, même quand c'est un succès à la fin, il passera toujours par 1 ou 2 ou 3 phases très difficiles dans lesquelles il va se révéler. On va voir il y a une typologie de la réussite, quoi. Exactement, d'affronter ces combats. Donc on essaie de déterminer s'ils ont ces valeurs-là. Et puis on essaie aussi de déterminer si on va vraiment pouvoir avoir une relation de transparence avec eux pour vraiment leur apporter ce... Qu'est-ce qui peut bloquer concrètement? Qu'est-ce qui vous fait dire dans cette entreprise-là, je peux pas partir avec elle? C'est justement souvent le sentiment qu'on n'arrivera pas à travailler avec cette personne parce qu'on n'arrive pas à s'écouter mutuellement. Donc c'est un problème vraiment humain, là, vraiment. C'est très souvent humain. Et puis après, on a évidemment des bases. Il faut un marché profond pour faire une très grosse société. Les secteurs. Allez-y, c'est quoi les bases justement? C'est quoi ces bases-là, les fondamentaux en fait qu'il faut avoir avant de venir? Oui, mais justement, c'est justement ça. C'est au-delà de l'humain, c'est d'avoir un marché assez profond pour être sûr de pouvoir faire une très grosse boîte. Des facteurs différenciants par l'offre, par le produit, par la technologie, des choses assez uniques dans la sociétés qui seront difficiles à reproduire et qui feront que non seulement on va faire une grosse société parce qu'on a un gros marché, mais en plus on va pouvoir intéresser des acquéreurs stratégiques parce qu'on a une proposition de valeur qui est plus ou moins unique. Donc benchmark, quand une entreprise vient vous voir, il faut quand même avoir un background suffisant pour lui dire, voyez par exemple là ce logiciel, il existe déjà, et vous serez concurrentiel, ça c'est important, et ça demande un gros travail pour vous en amont. Oui, tout à fait, chaque membre de l'équipe analyse à peu près 200 sociétés par an à lui tout seul, donc selon la taille de l'équipe, à l'échelle européenne, ça fait pas mal de marchés, de problématiques à adresser. C'est
pour ça que le choix d'Axeléo, ça a été d'être hyper spécialisé, toujours dans cette démarche de professionnalisation du VC. Nous, on est sur l'early stage, donc les sociétés vraiment jeunes, en amorçage, un petit peu de tour A, le tour suivant. Et on est sur 2 problématiques très précises, le logiciel d'entreprise, le B2B, Voilà. Software as a Service, et les Enterprise prospects, Technology. qui est le dernier fonds qu'on a lancé, qui lui est le premier fonds français qui s'adresse aux startups de l'immobilier. Voilà. D'accord. Donc Et- c'est 2 secteurs sur lesquels c'est comme des niches sur lesquelles vous avez On peut investir, creuser très profond profondément. pour vraiment comprendre où sont les enjeux et comment on peut aider. Avant de nous quitter, parce vous avez fait quoi pour développer Axeléo? Pour développer Axeléo. vous Alors moi, je suis le tout dernier arrivé des 3 associés. J'ai rejoint il y a 6 mois pour monter ce fonds PropTech justement. Et C'est avant, vous j'ai qui le passé portez. une dizaine d'années dans des fonds plus traditionnels. Vous venez des fonds, en fait. Voilà, Votre cœur de exactement. métier, c'est les fonds. Il faut se faire la main en voyant des sociétés, en vivant c'est des ça. histoires difficiles, en ayant Ouais. quelques succès, Oui, bien sûr. et ensuite en essayant de répliquer ce qu'on a bien réussi. Mathias Flatin, tout jeune arrivé chez Axeléo, associé d'Axeléo, on l'a compris, cette entreprise qui a une vue finalement très globale du marché, non pas que français d'ailleurs, si on a bien compris, mais du marché européen des startups. Merci d'être venu sur le plateau. Mathias. Merci beaucoup. Merci Mathieu Amaré. On se retrouve Merci Arnaud. demain pour l'émission du vendredi, toujours avec grand plaisir. La suite de nos programmes, vous le connaissez, c'est le cercle RH, c'est le débat. Restez avec nous. Le cercle RH, nos invités sont là, c'est notre débat, le débat quotidien, vous connaissez notre rendez-vous, on parle de la diversité. La diversité, c'est très très vaste, on va essayer évidemment d'en savoir un petit peu plus. Sur ce sujet-là, tout le monde est d'accord, il faut plus de diversité, mais laquelle, comment on l'organise? On va faire le point avec mes invités dans quelques instants, parce qu'on connaît évidemment les obligations légales, l'égalité homme-femme, il y a eu plusieurs lois qui ont été votées, mais la diversité, c'est bien plus que ça, et on fait le point avec mes invités. D'abord, Mariam Katab, bonjour, vous êtes directrice générale adjointe de Mosaïque RH, qui est déjà venue d'ailleurs sur notre plateau. Avec nous, Sarah Msadek. Bonjour Sarah, chargée de recrutement chez Compass. Compass, c'est un très gros groupe de restauration collective, mais pas seulement, évidemment impacté par ce Covid. Et votre entreprise s'est engagée dans une politique de diversité très vaste et très large, on en parlera, avec des formations directement dans les centres pénitentiaires, avec les écoles de la deuxième chance. Pour vous, vous avez choisi chez Compass de miser sur la diversité. Merci d'être là. Benjamin Ribaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé en charge de l'expérience collaborateur chez PwC, donc PricewaterhouseCoopers. C'est pas si simple à dire. France et Maghreb. Et vous êtes un des clients de Mosaïque RH. On verra comment vous travaillez ensemble et qu'est-ce que vous apporte Mosaïque RH. Et puis avec nous, Moussa Camara. Bonjour Moussa, vous êtes président Les Déterminés, qui est un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat pour emmener des jeunes des quartiers, comme on dit, à entreprendre, à créer, mais pas seulement. Pas seulement des jeunes déjà, Pas seulement des jeunes. des quartiers aussi, des territoires. Et Ouais, ça vous agace le mot quartier? non, ça m'agace pas, mais c'est beaucoup plus vaste parce que les personnes qu'on accompagne, ils viennent de différents horizons, ils sont vraiment divers dans leur parcours, dans leur origine aussi. Et du coup, réduire ça uniquement à des jeunes que dans les quartiers, C'est trop réducteur. c'est Trop journalistique. C'est trop cliché. Je suis assez d'accord. Juste un mot chacun sur votre définition de la diversité. C'est quoi la diversité chez Compass? Comment vous la définissez? Alors, la diversité chez Compass Group France, il faut savoir déjà que ça fait partie d'une politique RSE dans sa globalité. C'est du RSE, C'est effectivement. ça. Et pour la partie diversité, en fait, elle a un fil conducteur qui est le fait de donner sa chance à chacun. On a un engagement fort dans la culture de la différence avec un refus de toute discrimination. Alors ça va passer par des actions de recrutement sans CV, par exemple, avec des journées où vraiment le CV est occulté pour laisser place à la motivation, à la compétence culinaire, au savoir-être que peut présenter un candidat. Donc dans ces cas-là, en fait, on fait des journées où on a une mise en situation en cuisine grâce à nos chefs talentueux. Et en fait, le candidat peut montrer vraiment ce qu'il sait faire sur place. Ça passe aussi par des formations, ça passe Parfois, on est plus fort en faisant les choses qu'en essayant de les expliquer parce qu'on n'a pas les mots, parce qu'on n'a pas le vocabulaire, parce que voilà, on bloque. C'est surtout ça. en cuisine, c'est un métier de savoir-faire. Bah oui. Donc il faut laisser la place à la compétence culinaire et pas forcément au CV qui parfois peut... Le jugement peut être très dur sur un CV. Il est lu très rapidement et on ne peut pas tout expliquer et pas forcément bien expliquer lorsque c'est pas notre métier. Le talent en cuisine, effectivement, c'est souvent avec les mains, c'est la créativité, c'est pas forcément avec les mots.
chez Mosaïque RH, la diversité, c'est quoi? Parce que c'est très vaste. Ça peut être l'égalité homme-femme, ça peut être les discriminations à l'embauche liées à la vie dans un territoire ou dans un quartier, ça peut être les origines ethniques, ça peut être les orientations sexuelles. C'est très vaste. Absolument. Quel est et le handicap, bien sûr, qui est la question de l'inclusion. La question de la diversité, c'est la question de l'acceptation de la différence, finalement, et de l'altérité. Donc, nous, chez Mosaïque RH, on a choisi une thématique qui est celle de l'origine socio-culturelle et territoriale, parce que c'est aussi l'ADN de nos cofondateurs. Ils ont grandi dans des quartiers défavorisés, ils ont regardé autour d'eux, il n'y avait que des gens diplômés, mais pourtant qui étaient au chômage. Donc là... Ça, c'est la grande injustice des territoires, des quartiers. Des jeunes très diplômés qui ne trouvent pas de boulot. Absolument. Le taux de chômage dans les quartiers, il est de près de 23%, alors qu'il est 9% au niveau national. Donc il y a une vraie injustice. Et le diplôme n'est pas un rempart au chômage dans ces quartiers, malheureusement. C'est ça. Donc on a des populations qui sont diplômées, mais qui n'arrivent pas à trouver un boulot. Donc chez Mosaïque RH, on a choisi de travailler plus spécifiquement sur la question de la diversité au sens origine, sociale, culturelle, pour faire en sorte de raccrocher ces personnes qui sont issues de ces territoires au reste de la population. Il y a eu le débat sur les CV anonymes, sur l'idée qu'effectivement, quand on avait une adresse qui était parfois discriminante, on n'embauchait pas. Le CV anonyme aurait pu, puisqu'en fait c'est encore un débat qui reste ouvert, d'avoir un CV anonyme. Chez PwC, je voulais vous poser une question un peu concrète. Tout le monde est d'accord pour dire oui, il faut intégrer la diversité. Ça sert à quoi du côté entreprise, de se dire, tiens, je joue la carte de la diversité. Je donne sa chance à un jeune, diplômé ou pas, parce que je trouve qu'il a du talent. Ça sert à quoi? Je pense que nous, la manière dont on voit ça, c'est ce côté acteur engagé. On pense que la société n'est pas qu'une île et on doit en fait nous inscrire et ressembler à la société dans laquelle on évolue. Et on pense aussi, surtout, la diversité, ça amène beaucoup de créativité. Et en fait, on pense qu'on fera la différence dans un monde de plus en plus digital. Oui. Et qu'on aura avec le télétravail, il y a vraiment une accélération, que c'est quand même l'humain qui fera la différence. Et qui dit humain dit innovation, créativité. Et pour être innovant et créatif, il faut échanger les points de vue, avoir des expériences de vie différentes. C'est pour ça que nous, on veut des équipes diverses. Et quand on parle de diversité, nous, on accentue aussi beaucoup sur l'inclusivité. C'est-à-dire que c'est pas... La question du handicap aussi. Même l'inclusivité, c'est assez facile de recruter des gens divers. Après, il faut les inclure et que tout le monde travaille ensemble en bonne intelligence et qu'on apprenne à se connaître et à s'ouvrir les uns les autres et à profiter des différences des uns des autres. Et ça, c'est un vrai sujet. Les déterminés, rien que dans le titre de votre structure, les déterminés, ça veut dire que c'est difficile. Il faut être déterminé quand on veut arracher un job. Pas forcément que c'est difficile. Déterminé, c'est une caractéristique qu'on attend chez tout le monde, pas uniquement pour la diversité. Après, moi, ce que je peux ajouter, c'est que aujourd'hui, c'est pas une offrande que les entreprises font quand ils vont vers la diversité. C'est à un moment donné, c'est un vecteur de compétitivité. On regarde dans les métiers à tension où il y a plus de 200-300 000 emplois, notamment dans la restauration, dans l'hôtellerie, ils ne trouvent personne. Donc à un moment donné, si on ne s'ouvre pas vers les populations, là où il y a le plus de chômage, à un moment donné, c'est l'entreprise qui est plus compétitive. Et là, il faut renverser les choses parce que parfois, souvent, c'est une initiative du chef d'entreprise qui veut plus de diversité, mais si ce n'est pas ancré dans les collaborateurs, ça ne marche pas. Il y a aussi une formation qu'il faut faire auprès des entreprises pour mieux intégrer des personnes. Il y a préparer ceux qui sont dehors, mais il y a aussi motiver ceux qui sont dedans. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord parce qu'elle est vivre ensemble en fait. Nous on a fait une campagne lancée en début d'année. J'ai vu. Et de sensibilisation. Héros. Exactement. Qui en fait reprend toute parfois les discriminations qu'on peut entendre, l'orientation sexuelle, le sexe, les origines, le handicap. Et effectivement, l'idée c'est de sensibiliser, de former nos collaborateurs en interne à la non-discrimination, en fait, au fait de vivre ensemble pour ressembler effectivement à la société finalement dans laquelle on vit. Juste un mot, je l'évoquais tout à l'heure, il y a des formations. Vous êtes un des membres de l'école de la deuxième chance, ça c'est important pour récupérer ceux qui se sont cassés la figure et qui vont reprendre le chemin. Il y a aussi un travail auprès des détenus.
En un mot, pourquoi cette volonté aussi? Parce que ces détenus, on n'en parle jamais, mais un jour ils sortent de prison et souvent ils sont marqués au fer rouge, ils ont été détenus, ils ne trouvent plus de boulot. Ça aussi, c'est un élément d'inclusion. En fait, tous les publics sont concernés, les détenus, parce qu'effectivement, si on ne donne pas une seconde chance et si on ne les aide pas à retourner vers la voie professionnelle, ça peut être très compliqué pour eux. On a un marché dans les pénitentiaires, donc c'est un devoir aussi d'agir dans ce cas-là pour nous. Il y a effectivement, avec l'école de la deuxième chance, les jeunes déscolarisés, parfois très jeunes, qu'il faut essayer aussi d'accompagner dans cette voie professionnelle. Il y a aussi les mineurs migrants non accompagnés qu'on aide avec les associations La Croix-Rouge et France Terre d'Asile. C'est vrai qu'on essaye, parce qu'aussi on a la chance de pouvoir offrir un métier qui est la cuisine, qui est un métier d'insertion à toutes ces personnes. On essaie de toucher de multiples publics afin effectivement d'avoir des candidats motivés, des candidats compétents, mais aussi parce que c'est une force pour nous de pouvoir le faire. Mariam, juste un mot, parce que c'est un débat politique qui n'a pas été tranché, l'idée de donner du travail aux migrants, parce qu'on a vu ces femmes, et notamment ces hommes qui étaient sous les métros, dans des tentes, et qui attendaient, qui sont des gens parfois diplômés dans leur pays, qui ont fui par la guerre, par la crise économique. Est-ce que, en plus des populations qui sont discriminées françaises, et qui en souffrent, il y a aussi ces migrants. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une réflexion à mener que de laisser ces gens vivre dans la rue de rapine et de rien du tout? Disons que nous vivons dans une société où le travail, c'est ce qui permet de se sociabiliser. Ah oui. Donc forcément, à un moment donné, quand vous êtes dans une population considérée comme exclue, vous êtes exclu de la société. Donc je pense que quand on recrute, quand on est une entreprise qui cherche des compétences, il faut élargir son sourcing, ce qu'on appelle le sourcing, au maximum, et ne pas forcément faire attention au diplôme de la personne, à l'histoire vécue. Ça, on l'entend de plus en plus. Mais plutôt à ce qu'elle peut apporter. C'est soft skill, quoi. Ce qu'il est, quoi. Ce qu'il est, mais aussi ce qu'il peut apporter à l'entreprise, ses capacités de faire dans l'entreprise, plutôt que de juste rester focalisé sur la représentation qu'on a de cette personne parce qu'elle ne nous ressemble pas. Et aujourd'hui, malheureusement, en France, il faut qu'on évolue sur ces questions-là. Il faut se détacher du diplôme ou se détacher de parcours. Un peu plus à l'américaine, si je peux me permettre, c'est-à-dire linéaire. Je te donne ta chance, quoi. C'est ça, pour aller véritablement chercher les compétences qui vont accompagner les entreprises dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en 2030, 80% des compétences que nous avons aujourd'hui seront complètement désuètes. Ouais, c'est les nouveaux métiers de demain dont il faut se préparer, auxquels il faut se préparer. Il faut plutôt aller chercher des capacités, des comportements, des attitudes, des motivations, plutôt que d'aller chercher un diplôme dans une discipline en particulier. Il y a un élément, parce que j'ai lu un papier assez intéressant où les startups avaient du mal à recruter des jeunes, parce qu'ils mettaient en avant aussi la marque employeur en disant, mais attendez, on a notre image de marque employeur, l'image de notre entreprise, compliquée, pas facile. Comment on fait là pour marier marque employeur et la diversité? Alors là-dessus, je pense que justement, on parlait de levier de performance sur la diversité, mais je pense et de compétitivité d'ailleurs. Mais je pense que la diversité, c'est aussi un levier d'attractivité. Nous, on a vu dans les ressources humaines, on recrute à peu près entre 1200 et 1500 personnes par an sur 5000 collaborateurs, dont 500 à 700 jeunes. Et on a vu sur les 3-4 dernières années qu'en fait, les attentes des jeunes avaient changé, notamment dans les questions qu'ils nous posaient pour venir nous rejoindre. C'est clair. Et notamment, un des points était la diversité. C'est-à-dire que beaucoup nous disent, mais quelle est votre politique de diversité? C'est-à-dire que nous, on ne veut pas travailler avec nos clones. On veut travailler dans un environnement beaucoup plus divers et beaucoup plus égalitaire. Et donc, c'est quoi votre réponse à ça? Donc, je pense que c'est une question de survie pour les entreprises, la diversité. C'est vraiment, soit... Pour recruter les talents, en fait, c'est ce que vous dites. Pour recruter les talents, pour avoir ce levier de performance, d'innovation et même d'acceptabilité de la société. Nous aussi, on voit beaucoup de nos clients qui, de plus en plus, lorsqu'ils nous soumettent des appels d'offres, nous demandent à avoir en face d'eux des équipes de plus en plus diverses. Donc, si on ne s'adapte pas, moi, je pense qu'on va mourir. Un mot sur le savoir-être, parce que vous me disiez il faut motiver ceux qui sont dans l'entreprise, mais vous accompagnez, jeunes ou pas d'ailleurs, vous me disiez, à créer leur boîte, à trouver un job. Il y a quand même le savoir-être qui est important. C'est très important le savoir-être, parce que si on dit on veut plus de diversité dans mon entreprise, mais on ne prépare pas les gens en amont, parce que déjà il faut aller les chercher, il faut aussi les convaincre qu'on va vous faire confiance, on va vous donner votre première chance. Une fois qu'on va les chercher, il faut aussi les accompagner. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre programme d'employabilité, où on les accompagne pendant plusieurs mois au savoir-être avec l'entreprise qui joue un rôle sur le savoir-faire, sur l'expérience métier, qui permet en fait de réussir
90% d'embauches en CDI sur les parcours qu'on accompagne. 90%. 90% parce débouche sur un CDI. Il y a eu un accompagnement en amont. Il y a eu aussi une prise en charge par l'entreprise pendant la durée d'accompagnement pour intégrer l'entreprise. Prendre un jeune qui n'a pas forcément d'expérience professionnelle ou qui n'a pas forcément les diplômes, le mettre direct dans l'entreprise, parfois ça peut être compliqué. Donc ça peut casser. Donc du coup, il faut créer toute une préparation en amont qui permet de faire en sorte de donner des codes professionnels aux jeunes ou aux moins jeunes pour qu'ils puissent réussir sa mission dans l'entreprise. S'intégrer, sa capacité de s'adapter à l'environnement. Et puis de trouver du bien-être aussi, d'être heureux d'aller au travail. Parce que et tout le monde est gagnant, l'entreprise est gagnant, le jeune est gagnant. Et ça fait des évolutions de parcours, quoi. Et il construit sa vie, parce que souvent, évidemment, le fait de ne pas avoir de boulot, c'est d'attendre de rester chez ses parents et de ne pas pouvoir s'engager dans un appartement. Chez Compass, l'intérêt pour vous, c'est quoi? Alors, on a compris que la restauration, c'était un métier sous tension, qui a besoin de recruter, peut-être moins en ce moment dans ce contexte, mais il y aura des besoins de recrutement. Ce n'est pas les métiers les plus attractifs, la restauration collective. C'est ça aussi votre intérêt, c'est aussi d'aller chercher, je dirais, un vivier d'emploi. Oui, bien sûr. C'est important, je rejoins vos propos, dans la valeur qu'on peut diffuser. C'est des valeurs qu'on doit partager en fait, avec les candidats. Mais c'est aussi effectivement un vivier de candidats. Aujourd'hui, on vit une vraie pénurie de cuisinants sur le marché français en tout cas. Donc c'est aussi un moyen d'aller chercher des compétences. Vous dites cuisinant ? Je dis oui, cuisinant. Cuisinant, non, mais je ne connaissais pas, c'est intéressant. Vous aussi, vous avez été surpris, Benjamin. Exactement. Les cuisinants. On dit les cuisinants. D'accord. Et ça va du cuisinier, chef de Mais c'est intéressant de déverrouiller le jargon de... Seconde cuisine, chef de cuisine, chef gérant. C'est tous ceux qui travaillent. Toute cette famille de cuisinants. Qui aujourd'hui est rare sur le marché français. Donc ça nous permet effectivement d'aller chercher la compétence au maximum. Et effectivement, pour le savoir-être, nous on accompagne, on est appuyé par les associations, mais on accompagne sur des parcours de longue durée, c'est-à-dire que c'est pas en un claquement de doigts qu'on va... C'est ce qu'évoquait Camara. C'est ça. On fait des interventions métiers au sein des associations, on prépare des visites au sein de nos sites, on fait des stages découvertes, et après on les embauche en apprentissage ou en CDI, en fonction du projet professionnel de la personne, effectivement, jeune ou moins jeune. Excusez-moi, on est sur des sujets techniques, d'organisation, de préparation psychologique, mais il y a quand même de la souffrance aussi chez ceux qui... je boucle un peu ce qu'on se disait au départ, c'est-à-dire de ceux qui disent « mais j'ai pris l'école de la République, j'ai monté l'escalier, j'ai chopé le diplôme, j'ai toutes les peintures de guerre qui vont bien, mais je ne trouve pas de boulot. » Enfin, c'est une douleur terrible. Oui, il y a de l'aigreur, il y a presque même de la violence, j'ai envie de dire. Violence, non, mais de la violence intérieure, se dire, mais c'est pas juste, quoi. En tout cas, il y a une forte incompréhension et un sentiment d'injustice. Ça c'est vrai. C'est évident. Tout à l'heure, on parlait de détermination. Moussa disait, oui, bon, c'est vrai qu'ils sont, voilà, c'est le même niveau de détermination que les autres. Mais quand on vient d'un quartier, il faut envoyer 4 fois plus de CV évidemment. pour obtenir un entretien. Un entretien. Un entretien. Donc ça veut dire que forcément, il faut être sacrément déterminé. Mais comment vous l'expliquez pour ne pas se décourager. Mariam, comment vous expliquez que comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? C'est aujourd'hui. En sélectionnant d'un côté. C'est aujourd'hui les entreprises, elles ne savent pas forcément comment faire pour intégrer. Heureusement qu'il y a des initiatives comme Mosaïque RH, comme les nôtres et comme plein d'autres. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas comment. Mais en fait, votre boulot, c'est de dire, mais n'ayez pas peur, quoi. Prenez-le, recevez-le. Non, il faut créer déjà la confiance, il faut créer des passerelles. Il faut permettre aussi aux jeunes, diplômés ou pas diplômés, quand ils veulent avoir accès à un entretien, juste l'entretien. L'entretien, oui. Déjà, c'est compliqué. Il faut le réseau, il faut connaître. C'est vrai pour tout le monde, d'ailleurs, ça. C'est vrai pour tout le monde. Et il faut aussi, les gens n'osent pas parfois. N'osent pas parce que pour eux, c'est pas possible. Bien sûr. Et du coup, il y a un problème de confiance aussi. Ils n'y croient pas eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez pas beaucoup d'exemples de réussite qui ont réussi malgré leur diplôme dans des entreprises, dans des parcours d'évolution, quand on regarde aussi un petit peu quand même, non ? Les conseils d'administration qui sont, ils manquent de diversité. Blanc, 50 ans, etc. Avec des hommes. Quand vous regardez aussi les services RH où il y a très peu de diversité, comment augmenter la diversité dans l'entreprise? Donc il faut se remettre en profondeur en question dans la politique de recrutement qu'on veut dans les entreprises. Benjamin? Non, enfin, moi je pense que c'est une question de leadership aussi, c'est-à-dire que si la direction d'une entreprise n'est pas persuadée qu'il faut enclencher ça. Moi je vois, enfin chez PwC France, on reçoit 70 000 CV par an. Vous êtes assez sollicité. Mais voilà, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Historiquement, on a dit, on se concentre sur les 25 grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. De toute façon, on en reçoit... Un grand classique, quoi. Un grand classique.
Et la donne qu'on a voulu changer en allant chercher Mosaic RH, c'est de se dire, mais comment on fait justement, parce que moi je pense qu'une des grandes injustices actuelles, c'est justement des gens qui viennent de quartiers moins favorisés, qui sont des bacs plus 5, qui sont je l'évoquais au début, bien sûr. ultra méritants, mais qui sont passés par des parcours universitaires. Qui ont faim, comme on dit, qui en veulent. Et par contre, et plus que le diplôme, c'est qu'en fait, ils n'ont pas eu les bons stages aussi. Ils n'ont pas bossé dans les boîtes du CAC 40. Qui donnent la bonne ligne sur le CV. Et qui donnent les codes. Et donc, en fait, c'est des gens, quand ils arrivent en recrutement, ils ont un frein psychologique, ils se sentent inférieurs aux autres parce qu'ils n'ont pas à la fois le bon diplôme. C'est ce que disait Moussa, c'est un problème de confiance personnelle. Hein. Voilà. Et nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est tout simple, c'est qu'on a sélectionné avec Mosaic RH une soixantaine de personnes et on les a fait venir en amont chez nous, où en fait ils ont pu rencontrer des collaborateurs pendant 2 heures. On leur a expliqué ce qu'est notre société PwC, c'est quoi les codes, qu'est-ce qu'on attendait d'eux, pour leur dire, mais même si vous n'avez pas les bons stages, au moins dans votre expérience de vie, voilà les casques que vous avez. Vous leur donnez les petits tuyaux, comme on dit. Et ils ont parlé avec nos collaborateurs et en fait, ils ont vu que c'était pas une montagne à gravir et que les collaborateurs en face qui venaient des grandes écoles en fait étaient comme eux. Ça vient de la confiance. Exactement. Et derrière, ce qui est important, c'est que derrière, on les a mis dans notre parcours de recrutement classique. Ça veut dire qu'on n'a pas dit à nos opérationnels, on leur a dit voilà des gens qui arrivent, regardez pas l'école, voyez s'ils peuvent bosser chez nous. Et en fait, à la fin, on en a recruté 11. On avait une ambition de 10, on a recruté 11 personnes. Et c'est des gens qui nous ont dit mais jamais on n'aurait pensé pouvoir travailler chez vous. C'est trop haut pour moi. Et nos opérationnels nous ont dit mais ces gens sont extra. Et surtout, on a appris derrière, et je vais finir là-dessus, on a appris derrière qu'en plus, ceux qu'on n'a pas retenus, parce qu'on ne pouvait pas tous embaucher, certains sont allés chez nos concurrents et nos confrères. Parce qu'ils avaient pris confiance. Et pris confiance, ils ont été embauchés, certains, chez nos concurrents. Et donc voilà, on est dans un cercle vertueux. Sniff, ils vous font signe de l'autre côté. Ouais, non, je pense qu'ils... Enfin, non, de toute façon, on est tous... du moment qu'on leur donne accès à l'emploi et dans des postes intéressants, moi, c'est le principal. Mais juste, c'est intéressant ce qu'on entend, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez cette carte, cette stratégie de dire, parce que vous vous occupez du recrutement, on ne regarde pas le CV, traitez-le comme tout le monde, et à travers notre grille, on les prend ou on ne les prend pas. C'est comme ça que vous faites ? Complètement. Oui. Nous, on ne regarde pas les écoles, on ne regarde pas forcément que le parcours. Pour tous les postes, excusez-moi, parce qu'on parlait des cuisinants, donc ça peut être des aides cuisiniers qui coupent les légumes, jusqu'au chef de cuisine, jusà des cadres, à des postes de responsabilité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des cuisinants, parce que c'est là où il y a une pénurie. J'adore ce mot, cuisinant. Il va avoir un gros succès. Mais c'est sur tous les postes. Vraiment, l'ensemble des équipes RH, l'ensemble des équipes Compass sont convaincus par le fait qu'en fait, peu importe d'où on vient, on peut réussir, et on peut réussir chez Compass. On a, nous, une diversité de personnes au sein de l'entreprise qui est très variée. On a 90 nationalités différentes parmi tous les collaborateurs. Donc vraiment, on est convaincus par cela, la différence. Et ça marche. C'est une richesse, et ça marche. Ouais, la mayonnaise, elle prend. C'est-à-dire qu'en fait, ça... La mayonnaise, elle prend. Et effectivement, pour que tout le monde soit bien ouvert d'esprit sur le vivre ensemble. C'est pour ça qu'on fait des formations et des campagnes de sensibilisation, pour vraiment se développer de plus en plus. C'est-à-dire que ça prend, ça marche. On a fait plein de choses dont on est fier, mais on veut aller encore plus loin. C'est pour ça qu'on travaille avec des associations, qu'on essaye de mettre en place de nouvelles choses pour se développer au mieux. Moussa Camara, il nous reste malheureusement trop peu de temps. Juste un mot, vous voulez rajouter un mot, Marie ? Juste rajouter un mot. Vous avez dit qu'en effet, vous travaillez sur tous les niveaux dans l'entreprise, et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que pas les postes subalternes. On a trop souvent cantonné la diversité aux postes de premier niveau. Or, au salaire bas, il faut le dire. Absolument, au salaire bas, parce que c'est plus facile. Sauf que, oui, c'est un challenge, mais c'est extrêmement important aussi de diversifier le middle management et les dirigeants. C'est pour ça que je posais la question, jusqu'où vous allez dans la diversité. Donc on a travaillé avec PwC sur des beaux postes qui sont les cœurs de métier des consultants chez PwC, mais on travaille aussi avec d'autres entreprises sur des recrutements de dirigeants qui ont une autre histoire. Vous allez jusqu'en haut de la pyramide. Pédigré. Ouais. Ça, c'est extrêmement important parce que ça envoie un signal aussi à l'ensemble des collaborateurs et aux candidats qui peuvent enfin se projeter à tous les niveaux de c'est très intéressant. C'est jusqu'en haut de la pyramide. Je vous donne le mot de la fin, Moussa, parce que je vous l'avais donné, et puis Myriam a complété. Non, mais de toute façon, je rejoins totalement ce qu'a dit Myriam. Et c'est, aujourd'hui, être dans la diversité, c'est comme les enjeux environnementaux. On ne peut pas faire ça aujourd'hui. Si on veut que les entreprises réussissent,
il faut que ça soit aussi à l'image de la société dans laquelle on vit. Bon, écoutez, vous avez fait connaissance à travers cette émission aussi, parce que ça va permettre peut-être d'échanger les cartes, c'est intéressant. Merci à vous quatre de nous avoir éclairés sur cette question. Merci. Il reste de la route, mais on voit qu'il y a des choses qui se passent. Ça existe, c'est concret. Il reste encore du chemin à parcourir. Est-ce par la loi? Est-ce par l'initiative associative, de terrain? C'est un autre sujet. Et vous reviendrez peut-être d'ailleurs en débattre avec nous, parce que ce sujet reste totalement ouvert. Merci à Moussa Camara, président Les Déterminés. Merci à Mariam Katab, directrice générale adjointe de Mosaïque RH. Merci à Benjamin Ribaud, associé en charge de l'expérience collaborateur chez PwC et ces 11 nouveaux collaborateurs que vous avez intégrés et accueillis. Puis merci à Sarah M. Sadek, qui est chargée du recrutement chez Compass, qui est un groupe de restauration avec tous ses cuisinants. Restez avec nous. Fenêtre sur l'emploi, on parle des contrats courts. Justement, tiens, des contrats courts dans l'hôtellerie, ça va intéresser Sarah M. Sadek. Retour en plateau avec notre dernière rubrique, fenêtre sur l'emploi. Alors j'imagine que vous avez écouté attentivement ce qui se disait ou pas. Si vous me dites non, je suis très très embarrassé parce que évidemment il y a un débat autour des contrats courts. Émilie Le Goff, merci d'être avec nous. Vous êtes la CEO de Troops. On se croit dans un jeu vidéo, Troops. Votre plateforme, elle permet de digitaliser 100% les relations RH, c'est bien ça? Exactement, ouais. Avec, excusez-moi de faire le focus tout de suite parce que on a peu de temps, avec l'idée de faire des contrats courts, notamment en direction de l'hôtellerie, de la restauration. Pourquoi cette cible-là? Parce qu'il y a des besoins, j'imagine. Alors, l'objectif de Troops, c'est, et notamment de HCR Emploi, c'est de digitaliser tous les contrats de travail, le recrutement et le contrat de travail, mais y compris les CDI. Donc oui, c'est pas que les CDD. Après, c'est vrai que c'est beaucoup utilisé pour les contrats courts, parce que parfois, on a des contrats de 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures qui sont de fait par le métier forcément court. Et donc, c'est plus simple de digitaliser plutôt que de prendre du temps pour aller rechercher les papiers. Là, tout est fait en quelques secondes. Donc, forcément, c'est plus utilisé pour les contrats courts. Donc, j'entends bien votre message chez Troops. C'est aussi un service qui facilite la tâche des recruteurs, parce que parfois, on a des intermittents, qu'on appelle ça dans le métier des intermittents, mais on appelle ça comment dans la restauration, des saisonniers, enfin des extras, des extras. Et là, donc, vous êtes là en appui en fait pour ces extras, j'imagine. Voilà, exactement. En fait, tout est rentré dans l'application smartphone des extras et des salariés, voire même des saisonniers. Et quand on veut faire un contrat, on a juste à mettre le début et la fin de l'heure du contrat. Tout est paramétré au niveau des fiches de poste, et donc ça envoie directement sur les notifications smartphone des salariés. Ouais. Donc je reviens sur votre plateforme, parce que vous avez quand même monté une plateforme avec Malakoff et Lumi, qui est dans une situation compliquée, j'imagine. Vous aussi, j'imagine que ça impacte votre activité, non? Alors, ça impacte l'activité au niveau, évidemment, de la génération de contrats. Pour autant, aujourd'hui, ça laisse aussi le temps aux restaurateurs, malgré tout, de se prendre un peu de recul et puis de basculer vers l'ère de la digitalisation. Alors, pas uniquement sur les ressources humaines, mais bon, voilà, ça peut être sur toutes les parties. Et c'est vrai que l'idée, c'est d'aller quand même transformer le business. Il y a beaucoup de financement aujourd'hui sur les digitalisations des TPE, PME, et notamment de l'hôtellerie-restauration. Et voilà, ça peut être un moyen, en tout cas, de prendre ce virage-là, une fois que tout le reste est réglé. Quoi. Donc, créé en quelle année, Troops? 2016. 2016. Et là, la question que j'ai posée au début de l'émission à ce jeune créateur de start-up, c'est quoi votre prospective? Parce que, je le redis, on est dans un contexte de confinement qui va être officiel à partir de ce soir. J'imagine multiples inquiétudes chez vos clients. Ouais, alors chez les clients, chez nos clients, effectivement, c'est quand même franchement compliqué. Après, on a un peu senti venir. Moi, je suis basée à Lyon, donc on avait quand même aussi cette période de pré-confinement, en tout cas de couvre-feu ces derniers temps. Donc, mais là, ça va tomber comme un coup près, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est terrible. Là aussi, je vous imagine que vous avez un accompagnement à faire avec eux. Oui, exactement. Alors, on les accompagne, surtout que nous, on travaille beaucoup avec cet outil sur les experts comptables. On est en partenariat avec les experts comptables. Donc là, il y a beaucoup d'accompagnement, et c'est vrai qu'on ne va pas du tout les aider à faire des contrats de travail pour le moment, mais plutôt sur d'autres parties. Et on va aussi les accompagner à prendre en main l'outil. Mais sur la partie faire des contrats de travail, c'est sûr que ça va pas faire des contrats de travail, je pense à l'hôtellerie-restauration. Il y a eu une première étape où on les a maintenus jusqu'à 21h, et puis à partir de ce soir, l'ensemble du réseau, sur l'ensemble du territoire, sera fermé. Hôtellerie et restauration, enfin, on imagine le choc, évidemment, que vivent là, en ce moment même, les professionnels. C'est évidemment un coup terrible. 4 semaines ou 15 jours, puisqu'a dit le président hier, en fonction
fonction des résultats sanitaires, on réaménagera. Donc évidemment, il y a beaucoup d'attentes et d'angoisse. Merci Émilie Le Goff, CEO de Troops, qui est une plateforme de digitalisation 100% en matière RH et à destination notamment des métiers dont vous nous avez parlé. Et pas qu'en contrat court, hein. Vous m'avez rectifié tout de suite. Exactement. Non, j'ai bien compris. Mais aussi avec des CDI. Sarah Msadek, merci de m'avoir accompagné. Moussa Camara, merci d'être venu et d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, le confinement va arriver, ça va modifier votre quotidien, mais nous serons là, j'en suis sûr. À très vite. Bye bye.